Ça pourrait commencer comme une chanson qui s'inspirerait d'un tube des années 1960. Et ça donnerait ceci. Bientôt je serai la plus belle pour aller parader. Parader. Dans le cercle des villes monde, gratin de la map monde, je vais me hisser, me hisser. Stop, j'arrête là mon tour de chant. D'une part, je chante faux, et d'autre part, je risquerais de pousser nombre d'entre vous à s'éclipser temporairement de notre rendez-vous hebdomadaire, ce qui serait vraiment dommage, je le reconnais. Cette tentative parodique d'une chanson hier populaire est pourtant tirée d'une vérité, loin d'être naïve, conséquence en effet de nos observations au long cours sur l'évolution de l'urbanisme parisien. De renoncement en renoncement, de concession en concession, Paris s'est tant offerte aux conditions prescrites par l'urbanisme marchand qu'elle en est aujourd'hui convaincue. Elle sera bientôt la plus belle pour aller danser sur le continent européen et méritera à la fin du bal la couronne de Miss Ville-Monde. À cette fin, comme les Miss des concours, elle s'est donnée une nature parfaite. De larges zones commerçantes écrasent son centre. Et pour gonfler le chiffre d'affaires des marchands, la piétonisation continue de certaines aires, vendue comme un moyen de rendre Paris accueillante. Une ville qui fleurerait bon la flânerie et l'apaisement, se révèle être en réalité le cheval de Troie de la domination capitaliste de ses espaces publics. Généreuse avec l'industrie du luxe, Paris renonce illico à son espace public quand ces milliardaires attendent d'elle qu'elle compose avec la réalité de leur puissance financière. Aussi, la société LVMH se montre en Manitou attentionnée avec elle. Sur le site internet de la ville, elle fait valoir, par exemple, des qualités respectables pour traduire son sponsoring des Nuits Blanches. Ces mots sont choisis. Ils ont quasi l'apparence d'un acte de solidarité. Les voici, je le cite. Le mécénat de LVMH exprime les valeurs du groupe et de ses maisons, transmission des savoir-faire, recherche de l'excellence, esprit d'innovation, passion de la créativité, dans une action solidaire d'intérêt général. Cet engagement se bâtit sur une relation fidèle et construite avec nos partenaires. Depuis 2006, notre soutien à Nuit Blanche en est un bel exemple. Fin de citation. Devant tant de bonté, il ne reste qu'à s'incliner. Quand le leader mondial de l'industrie du luxe invoque, je le cite, une action solidaire d'intérêt général, pour interpréter son apport financier aux Nuits Blanches, passer le charme de l'instant produit par cette formule, on reste interdit. En vérité, tout ça, c'est du vent, un langage destiné à rendre vraisemblable l'illusoire. Car derrière le rideau des apparences, il y a cette désagréable réalité. L'intérêt général d'une multinationale, jamais rassasié, je le précise, cesse quand ses intérêts particuliers sont compromis. Le plaisir des monstres du capitalisme, même familial, ne se situe pas dans le fait d'engloutir leur proie, en l'occurrence Paris, mais dans celui de lui faire savoir qu'elle est à portée de leurs mains. Je cite, « Les relations fidèles et construites », fin de citation, exprimées par la société LVMH dans son communiqué, sont clairement impulsées par cet instinct, l'instinct de domestication de Paris. Pour être la plus belle pour aller danser dans le cercle fermé des villes-mondes, il ne faut avoir ni doute ni scrupule à l'endroit du régime de contraintes que les voraces de la finance vous imposent. Paris sait que ses seigneurs tirent profit de son désir de former la ville-monde du continent européen. Mais son asservissement aux valeurs qu'il lui dicte lui est en vérité supportable. Est-ce si grave, après tout, d'être le butin de guerre des Xavier Niel, Bernard Arnault, François Pinault et consorts, quand, en contrepartie, la sélection marchande vous choisit comme la ville-monde de l'espace européen? Lâcher son statut de ville publique, autrement dit, consentir à être une proie consentante des néolibéraux pour ne plus être dans l'ombre de la capitale anglaise, voilà à quoi se destine l'urbanisme parisien depuis le mi-temps des années 2000. Je m'explique. Paris n'était pas alors en bonne santé selon les indicateurs du capitalisme. Le Comité international olympique venait de choisir Londres pour organiser les Jeux olympiques de l'été 2012.
La capitale, qui s'imaginait éternellement bâtie pour le monde entier, faisait ce rude constat pour son ego. Sur la carte de l'Europe, elle occupait la place humiliante de banlieue de Londres. Alors, Paris s'est acclimaté au schéma dessiné par les idéologues de la globalisation des villes. Pour goûter à cette adversité, le fondement de sa prospérité était son adaptation à la globalisation des villes. Prêcher l'égalité, l'inclusion et la solidarité, continuer à promouvoir des valeurs sociales et d'équilibre pour que chacun puisse s'y faire une place, c'était dans ce contexte se condamner à une destinée ensablée. Les penseurs de la ville-monde, la traduction française de Global City, affirmaient que c'est dans l'effort pour atteindre ce statut que Paris échappera à sa finitude, finir en une ville-musée. Les villes-mondes vont se substituer aux États, car l'insolence de leur puissance les émanciperont. C'est certain du carcan des États. Dans un monde globalisé, le sentiment d'appartenance se fera dans les traits identitaires d'une ville, pas dans l'identité vécue au sein d'un espace incertain comme l'État. Il n'y avait donc pas d'autre perspective que celle-ci pour Paris. Vivre l'aventure de cette nouvelle modernité, tâchez donc de former des projets qui soient en adéquation avec cet horizon, ou périr. Le Brexit, cette rupture politique du Royaume-Uni avec l'Union européenne, fut de ce fait vécu par Paris comme une opportunité magique. La place boursière de la capitale fut ainsi rejointe par près de 6000 banquiers et financiers auparavant localisés à Londres. Redevenue attractive aux yeux des milieux économiques, Paris n'est plus gagnée par le doute. Certes, elle continue intramuros à soigner un discours progressiste. Mais bien sûr que si, se défend-elle, on construit des logements sociaux. Mais bien sûr que si, s'offusque-t-elle, la construction d'équipements publics est nécessaire. Mais bien sûr que si, jure-t-elle, on défend des valeurs de solidarité envers les plus fragiles. Imperturbable, la municipalité use du langage de la conviction. Mais mobiliser une rhétorique ne change pas la réalité sociale vécue et subie par les classes populaires. Une anecdote mérite ici d'être rapportée. Lorsqu'est paru en mai 2024 mon ouvrage sur la capitale, Paris n'est plus une fête, un ancien élu communiste, aux affaires durant les 2 mandats de Bertrand Delanoë, devenu aujourd'hui un diable en intrigue, a dénoncé dans un SMS envoyé à mon éditeur, je le cite, « la logorée anticapitaliste de mon ouvrage ». Voilà peut-être la grande mutation d'une part importante de la gauche parisienne, accompagner la prospérité des néolibéraux. Aussi, quand le progressisme décline à l'horizon de la ville-monde, il faut essayer de souligner quel Paris est en train de se constituer. La réponse, je l'ai trouvée dans le Londres actuel. En 2012, j'y ai séjourné longuement à l'occasion d'une recherche. La fondation allemande qui finançait mon travail m'avait offert des moyens assez généreux pour mener une étude sans devoir subir les affres d'une rigueur budgétaire. Résidant à South Kensington, j'ai pu me déplacer, et à maintes reprises, dans la plupart des arrondissements londoniens. J'ai également beaucoup arpenté les rues de Londres. Cette observation patiente et curieuse de la ville m'avait permis de noter plusieurs différences notables avec Paris. En matière de coûts, tout d'abord, les transports étaient très chers. Un abonnement hebdomadaire pour voyager de manière illimitée me coûtait 30 livres environ, soit 35 €, quand un pass Navigo mensuel me revenait, de mémoire, à un peu plus de 60 €. Ensuite, les loyers étaient évidemment hors de prix. Ainsi, la difficulté pour y loger poussait déjà des individus à louer le garage de particuliers pour pouvoir vivre à Londres. J'avais enfin noté le cosmopolitisme et le multiculturalisme de la ville, la possibilité d'y manger pour des coûts modestes et une forme de décontraction dans le rapport à l'argent. Est-ce que cette dernière observation directe découlait du fait que quelques semaines auparavant, Londres avait accueilli les Jeux Olympiques et qu'une forme de légèreté rendait alors possible cet état d'esprit? Je suis retourné à Londres durant quelques jours en octobre 2024. Et ce que j'y ai observé durant un temps évidemment plus court m'a saisi d'épouvante, tant la ville tutoyait une autre forme de société. Sa cherté s'était aggravée. Le titre de transport avait par exemple doublé en 12 ans. Les loyers étaient inaccessibles, même à une part significative des classes moyennes supérieures. Surtout,
Et c'est là que se situe mon trouble. Londres était un songe pour les gens comme moi, qui avaient en tête des repères de vie collective et de sociabilité précieux pour la communauté humaine. À Camden Town, par exemple, dans le nord-est, je découvris que de nombreux pubs populaires avaient fermé. Même constat à Shoreditch, à Brick Lane ou à Brixton. Nombre de petits restaurants aux cartes modestes et qui donnaient vie à ce qu'un cadre financier prenne son petit déjeuner à côté d'un ouvrier ont fermé leurs portes. Prendre un café à emporter dans n'importe quel commerce vous coûte au moins 4 euros. En 12 ans, le constat est implacable. La loi du marché a validé cette ultime sentence. Partout des boutiques de sucreries, partout des enseignes de type coffee shop, partout des restaurants inabordables pour l'individu moyen, partout les signes d'une ville hors sol dominent. En retrouvant Paris, je me suis demandé si je n'avais pas exploré au bout du compte ce que Paris sera dans sa quête d'une ville-monde. L'induction que Paris ne sera bientôt nulle part plus une fête est certaine. Flippant, non ?